Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des terrains et celui des enjeux. Nous parlerons aujourd'hui de football en Haïti. Mon invité est journaliste à Radio Télé Zénith, rédacteur d'Haïti Tempo et secrétaire général de foot féminin Haïti, membre de la Fédération haïtienne de football auprès des sélections féminines d'Haïti. C'est Pierre Caleb Gesté. Salut Pierre. Salut Alex et salut à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de t'avoir comme invité. On va parler de football en Haïti, ça va être super intéressant. On va commencer bien par le début. Alors comment est-ce que se matérialise la passion d'Haïti pour le football? Bon, alors en Haïti, la passion pour le foot, on vit avec. Et la passion pour le foot, on vit avec. Et le football, c'est notre sport. Hein, donc, de jour en jour, on pratique ça et les gens alors les enfants qui se lèvent tôt le matin, bien avant, donc surtout les vacances, et ça joue au foot et ça permet aussi d'avoir des fans qui aiment le foot beaucoup plus, d'autant plus que les sélections haïtiennes de football sont beaucoup plus intéressantes et au niveau international. Donc la passion pour le foot, on vit avec, donc c'est un peu comme les États-Unis qui a le basketball, et le football c'est toute une passion, toute une vie pour les Haïtiens. Donc on vit avec ça, on est né avec et c'est comme ça. D'accord. Et donc on joue au football bien un peu partout, quoi. Dès qu'il y a un espace de libre, voilà, les enfants vont jouer, les adultes vont aussi jouer, vont se donner rendez-vous pour jouer. C'est vraiment le sport numéro un. C'est si on se balade en Haïti, si on voit un sport, ce sera sans doute du football, c'est ça? Ouais, ce sera sans doute du football. Et le plus important pour les Haïtiens, c'est d'avoir le ballon et après, on crée l'espace pour y jouer. On crée l'espace, c'est merveilleux. Parfait. Bien, il y a un espace qui est un petit peu, comment dire, dédicacé à ça, c'est le stade. Alors, comment est-ce que ça se passe dans les stades en Haïti? Quelle est la vie dans le stade? Est-ce qu'on arrive tôt? Est-ce qu'on y mange? Comment ça se passe? Donc en Haïti, il faut dire qu'au-delà de la sélection nationale senior et des sélections jeunes qui jouent au stade Sylvio 14, il y a aussi un championnat qui se compose de 16 équipes. Donc, les équipes jouent le championnat chaque week-end, même si pour l'instant c'est un peu bloqué suite à la situation de tension qui règne sur le pays. Donc, avant le match, le public prend sa place dans les tribunes, donc surtout dans les villes provinces, puisque dans la capitale c'est beaucoup moins à cause de l'insécurité. Donc par exemple à Saint-Marc, à Gonaïves ou encore au Cap-Haïtien, donc les fans arrivent de très tôt au stade, 1 heure et même 2 heures avant le match, pour voir les joueurs, les rentrées sur le terrain, les échauffements, etc. jusqu'au coup d'envoi. Donc, il y a aussi le Don Bosco de Pétionville qui se situe beaucoup plus haut de la capitale qui amène beaucoup de personnes, mais à Port-au-Prince c'est différent. Mais il y a beaucoup de fans qui aiment le foot et qui quand même supportent leurs équipes à cœur et en Haïti. D'accord. Et donc, dans le stade, on arrive un petit peu en avance. Est-ce qu'on mange dans le stade? Ou est-ce qu'on a mangé avant? Bon, avant, après ou pendant le match, donc il n'y a pas de souci. Donc le plus important c'est ouais, sans problème. Le plus important c'est de s'ambiancer, de chauffer son équipe et aussi de se nourrir, de boire quelque chose. Donc la plupart des fois, il y a des sandwichs pour les gens, donc les marchands en vente dans le stade. Et à côté de ça, il y a aussi le papita qui est un truc préparé avec de la banane, donc que les gens mangent beaucoup aussi au stade. Et après, on y boit de la bière ou du jus, etc. D'accord. On mange des sandwichs à quoi? Donc, sandwich avec de l'œuf ou encore de la viande. Ça dépend du goût de la personne qui achète. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc tu m'as dit qu'il y a que le public est vraiment très très fervent et que il soutient son équipe et si ça se passe mal, alors comment
comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les spectateurs quittent le stade? Est-ce qu'ils huent leur équipe ou est-ce qu'ils continuent à la supporter? Donc, c'est pas facile pour que les supporters vident vident le stade en plein match. Donc, ils préfèrent de crier contre l'équipe adverse afin de booster leur équipe ou encore de boycotter la rencontre. Donc, si l'équipe va mal, donc ils ne viennent pas. Donc, ils restent à la maison et apprendre du résultat de l'équipe. Donc, ils ne viennent pas. Mais les fans, surtout en province, huent beaucoup toujours les adversaires. Donc, à Port-au-Prince, c'est pas du tout les cas. Comme je vous l'ai dit, donc, à cause de l'insécurité, les stades ne sont pas toujours remplis. Donc, mais en province, c'est différent. Les fans viennent au stade avec des bancs à pied qui créent l'animation au stade avec des instruments originaux comme le tambour, la flûte ou encore les cymbales. Donc, ça motive l'équipe locale, ça motive les joueurs. Donc, ça aussi motive les autres joueurs, les joueurs adverses. Mais ça aussi donne de la peur à l'équipe adverse aussi, puisque en déplacement, c'est pas la même chose qu'à domicile. Donc, les fans sont très attentifs envers leurs équipes. D'accord. On va faire peut-être juste une parenthèse de quelques instants sur la situation en Haïti. Donc en ce moment, la situation, il y a une situation qui est un peu compliquée. Il y a des mouvements sociaux, c'est ça. Donc il y a un mélange entre des mouvements sociaux et une insécurité. Et donc c'est pour ça que la vie est un peu troublée. Évidemment, si la vie est troublée, le football s'en ressent, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Les gens se manifestent dans la rue. Donc, cette semaine, c'est la 9e semaine de mobilisation pour les Haïtiens dans la rue. Donc, ça bloque les écoles, donc les activités et personnelles, ça bloque aussi. Le football n'épargne pas, donc les équipes se préparent sans jamais jouer. Donc, il y a des équipes qui jouent entre eux afin de maintenir leur niveau. Donc, ça crée des petits tournois, surtout à Saint-Marc, pour jouer. Mais c'est difficile et le football a aussi 9 semaines sans jouer en Haïti. Donc, et ça aussi a causé beaucoup de pertes et pour la Fédération haïtienne de football, qui a d'abord délocalisé, qui a vu la CONCACAF délocaliser l'organisation de la première phase des éliminatoires des Jeux Olympiques. Haïti devrait recevoir Porto Rico et Suriname à Port-au-Prince, mais malheureusement, suite à la situation, on s'était obligé d'aller à San Juan pour jouer à Porto Rico et on a qualifié. Ensuite, on a joué à Bahamas contre le Costa Rica, un match qui devrait se jouer au stade 6-14, mais malheureusement à cause de la situation au pays, donc on s'est vu délocaliser ces deux compétitions à cause de ça. Donc le football souffre à cause de ça aussi. Parfait. Alors, on va parler des joueurs d'Haïti qui, eux, ne souffrent pas du tout. On va commencer par Francis Pierrot, qui est une des attractions de la Ligue 2 et qui, après des études aux États-Unis, a décidé de signer en Belgique plutôt qu'en MLS. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur Francis Pierrot? Donc, Franzi est un jeune Haïtien, âgé de 22 ans seulement. Il est attaquant. Donc, il est natif de Limbé, donc dans le nord du pays. Donc, dès son jeune âge, il a grandi aux États-Unis. Donc, dès son jeune âge, il s'est rendu là-bas. Il a étudié. Après son étude, il a intégré le collège. Ensuite, il a joué. Donc, ses performances ont été très bonnes. Donc, des équipes de la MLS lui ont proposé des contrats, mais son envie c'était d'évoluer plutôt en Europe. Donc, il est parti à Moukon. Donc, il a marqué 8 buts à Moukon en deux saisons. Donc, il a joué 35 matchs sur la première saison et 3 matchs sur la deuxième saison avant de se transférer à Guingamp. Donc, ça passe plutôt bien pour lui à Guingamp où il brille maintenant en Ligue 2. Donc, il a déjà marqué 4 buts et une passe décisive en 8 matchs cette saison. Donc, c'est très bien pour lui. Donc, pour la sélection haïtienne aussi, il a marqué 5 buts, dont 2 dans la Gold Cup contre Bermude. Et un but aussi, et en octobre dernier, contre le Costa Rica de Keylor Navas. Donc, il ne fait que progresser ces derniers temps. Donc, on est très content pour lui. Et c'est l'un des meilleurs joueurs de la sélection haïtienne. Et pour l'instant,
Donc, c'est l'un des grenadiers les plus réguliers de l'équipe haïtienne. Parfait, on va passer maintenant à Nazon. Alors Nazon, c'est le rêve, pour ne pas dire le fantasme absolu de beaucoup de membres de la communauté de l'Impact. Voilà, il y a périodiquement des rumeurs, il sera en discussion ou pas. Alors qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur lui? Donc, Dukens Nazon, c'est le chouchou des supporters haïtiens. Donc, il a gagné une place dans le cœur des Haïtiens depuis la Gold Cup 2015, où il a mis 2 buts contre Panama et Honduras. Donc, de cette Gold Cup, on était éliminé en quart de finale contre le Jamaïque. Et en 34 matchs pour Haïti, il a marqué 18 buts. C'est très important. Et il est l'un des meilleurs buteurs de la sélection haïtienne de football encore en activité. Donc, il n'a pas connu de véritable succès en club comme il a connu en sélection. Et malheureusement, à 24 ans, il a déjà passé 10 clubs, et parmi eux le Wolverhampton en Angleterre. Donc, il a joué en D3 et D4 anglaise. Donc, pour moi, je pense qu'il a montré son meilleur niveau à Oldham Athletic et à Coventry City. Il a marqué 12 buts et cumulé dans ces deux clubs-là. Donc, il a respectivement joué à Coventry City puis à Oldham Athletic avec Johnny Placide. Il est en Belgique maintenant au sein du Saint-Trudense VV, mais avant ça, il a joué aussi en Inde, donc en Asie. Et il ne joue pas depuis son retour en prêt à Saint-Mirren en Écosse. Donc, il était à Saint-Mirren en Écosse, il a marqué seulement un but là-bas, et il s'est retourné en Belgique, donc depuis lors, il ne joue pas. Donc, je pense qu'il a du potentiel pour évoluer dans un beau club, et donc, on attend ça en Haïti avec impatience. Donc, pour ses qualités, c'est un grand joueur qui, quand même, a la capacité de motiver ses coéquipiers. Il est un bon leader au vestiaire. Sur le terrain, il est un beau combattant, il peut dribbler, marquer de beaux buts, comme par exemple un but marqué contre le Panama en 2015 dans la Gold Cup, et aussi de la phase préliminaire de la Ligue des Nations contre Cuba au Stade Silvio Cator. Donc c'est un très bon joueur qui a aussi été très bon dans la Gold Cup, surtout contre le Canada où il a marqué un but et une passe décisive. Donc c'est un joueur qui a du potentiel pour évoluer dans un bon club. Donc on attend en Haïti avec impatience et un nouveau contrat pour le chouchou des supporters. D'accord. On va finir par Steven Sabah, qui est un petit milieu né à Port-au-Prince, le petit prince de Port-au-Prince. Alors, parle-nous de lui, quelles sont ses qualités? Donc, Sabah est un jeune joueur qui s'est révélé en D2 haïtienne avec le Violette Athletic Club. Donc, le Violette, c'est le club. C'est le doyen des clubs haïtiens, c'est le club qui a fêté ses 100 ans et dernière. Donc, il a aidé son équipe à être accédé en D1 en 2017 et en 2018 en D1. Il a forgé une place en sélection. Donc, bien avant la Coupe du Monde, Haïti avait un match contre l'Argentine de Lionel Messi et c'était l'occasion pour lui d'être convoqué pour la première fois en sélection. Donc, on avait perdu ce match 4-0, mais il a fait son entrée en jeu de ce match. Donc après, il s'est vu convoqué pour la Gold 2019, où il a été très bon pour l'équipe haïtienne. Et je pense qu'à côté de Placide, de James Jeffra ou d'André Jean-Baptiste, il était le meilleur joueur haïtien de cette Gold Cup. Donc, Sabah, c'est un joueur qui aide au milieu du terrain, qui défend et qui aide les attaquants aussi à marquer beaucoup de buts. Il a une frappe sûre et je t'invite aussi à regarder un but qu'il a marqué contre le Triomphe de Liancourt au Stade Silvio Cator. Je te vois la vidéo après. C'était super. Donc ce but-là. Donc Sabah, et on attend aussi qu'il parte pour l'étranger parce qu'il a des qualités pour évoluer dans un autre championnat que celle d'Haïti. Donc surtout en Europe, je pense que cela fera beaucoup du bien et au prince de Port-au-Prince, comme tu l'as dit. Donc Sabah, c'est un bon joueur et on est content qu'on a Sabah dans l'équipe haïtienne et qui progresse de jour en jour. Exactement, le petit prince de Port-au-Prince. Ça, je pourrais dire que c'est moi qui l'ai trouvé. Hein. C'est vraiment trouvé extraordinaire. Je suis très très fier de moi. On va parler maintenant de la dernière Gold Cup de Haïti. Donc Haïti a très bien performé à la dernière Gold Cup.
Et donc, est-ce que tu peux peut-être nous raconter le parcours, rapidement les matchs de groupe, et puis après on fera un peu plus long sur le match contre le Canada et contre le Mexique. Bien avant, on avait éliminé en quart de finale de la Gold Cup 2015 et pour la Gold Cup 2017, on s'était éliminé dans les barrages contre Nicaragua. On avait battu Nicaragua 3-1 en Haïti et on avait perdu 3-0 à Managua. Donc, ça qui a causé notre élimination et pour la Gold Cup 2019, mais pour la Gold Cup 2019. Donc, la Gold Cup de 2019 a été historique puisqu'on a réalisé un exploit incroyable. Donc, pour la première fois de l'histoire de la sélection haïtienne, on a terminé avec 9 points dans un groupe d'une compétition officielle grâce à surtout des victoires contre Bermude 2-1, grâce à surtout un doublé de Franzi Pierrot et match 2-0 contre Nicaragua, un super but de Steven Saba et ensuite match contre Costa Rica 2-1 aussi. Et l'équipe était unie pour aller chercher la coupe parce que les Haïtiens attendaient ça de la Gold Cup 2019. Donc, on avait créé l'exploit de terminer le premier de ce groupe et en quart de finale, on a rencontré le Canada puisque le Canada était deuxième de son groupe A derrière le Mexique. Donc, on a évité le Mexique en quart de finale. Donc, on a éliminé le Canada en quart de finale aussi, grande équipe de la zone qui avait terminé derrière le Mexique dans le groupe K, comme je vous l'avais dit. Donc, ce match se jouait à Houston, donc dans un stade climatisé et aux États-Unis. Donc, de très tôt, Jonathan David, des jeunes joueurs canadiens qui a deux parents haïtiens, a ouvert le score pour les Canadiens. Et puis, Cavaini a marqué le but du 2-0 bien avant la demi-heure de jeu. Donc, à 2-0, les stades étaient une nouvelle fois climatisés. Au-delà de la climatisation, donc les deux buts du Canada ont climatisé les Haïtiens donc, de ce stade. Donc, c'était impossible. Donc, carton jaune carton jaune pour climatiser les Haïtiens. Attention, l'arbitre surveille. Ouais, mais au-delà de ça, c'est vrai, au-delà de ça, ils ont réussi à faire une super performance. Et, ouais. Bon, à 2-0, c'était impossible de s'imposer contre des Canadiens qui étaient carrément favoris avant le match. Donc, mais l'Union des Grenadiers a tout renversé, surtout en deuxième période. Donc, à la mi-temps, les Dukens Nazon et Hervé Basile ont beaucoup motivé les joueurs dans le vestiaire. Et au retour, un grand Nazon surtout, auteur d'un billet d'une passe décisive, ont aidé l'équipe haïtienne et Hervé Basile aussi a marqué un but, que c'était son premier en compétition officielle pour Haïti. Donc, on a battu le Canada 3-2. Donc, on a réalisé un grand coup à ce moment-là en se qualifiant pour la première fois de notre histoire pour une demi-finale de la Gold Cup. Donc, c'était la fête de l'ère de Port-au-Prince au coup de sifflet final puisque le peuple haïtien était satisfait de la performance des Grenadiers. Donc, on a réalisé un exploit. Donc, et 10 ans après, on parlera de ça toujours en Haïti, de cette belle victoire 3-2 contre le Canada, alors qu'on s'était mené 2-0. Moi, je l'ai vu, hein. J'ai vu des images de cette joie en Haïti. Il y a des images qui ont été postées sur les réseaux sociaux et c'est vraiment très très impressionnant parce que on voit que c'est une joie énorme, une joie incandescente, des rues bondées, des rires. Enfin, c'est vrai que ça m'a rappelé vraiment des moments vraiment très très intéressants et j'ai beaucoup aimé voir ces images. Ouais. Donc, on va parler maintenant du match contre le Mexique. Donc, le match contre le Mexique, c'était aussi un match héroïque, puisque face à cette équipe mexicaine qui est quand même une superbe équipe et une équipe qui domine la zone CONCACAF, Haïti a réussi à résister jusqu'à la 93e minute et un but de Jiménez. Comment est-ce que ce match a été vécu en Haïti? Donc, c'était aussi de la passion et on n'y croyait pas que Haïti était dans une demi-finale de la Gold Cup en éliminant surtout le Canada, en battant le Costa Rica qui était aussi une équipe imbattable pour nous puisque à chaque fois qu'on croise le Costa Rica c'était difficile de s'imposer. Donc en demi-finale les joueurs avaient cru que on peut encore aller en finale et apporter la coupe à Port-au-Prince. Donc c'était l'objectif
et les joueurs ont beaucoup à l'entraînement, ont beaucoup travaillé ce match. Ce match se jouait à Arizona, encore dans un stade climatisé, donc avec plus de 60 000 Mexicains dans ce match. Donc sur 61 000, il y avait plus de 60 000 Mexicains, et donc les fans mexicains étaient vraiment chauds dans ce match. Donc l'équipe haïtienne a beaucoup souffert dans ce match. On s'est fait dominer par le Mexique, mais on a résisté jusqu'au coup de sifflet final du temps réglementaire après les 90 minutes de jeu. C'était 0-0. Et de la première partie de la prolongation, on a encaissé un but sur penalty, donc un penalty que tout le monde conteste jusqu'à présent. Et c'était un arbitre qatari qui arbitrait ce match, donc tout le monde conteste le but jusqu'à présent. Donc c'est Raúl Jiménez qui l'a transformé, le joueur de Wolverhampton. Donc, et au bout des 120 minutes, on n'a pas réussi à égaliser malgré un tir sur la balle transversale de Michael Cantave. Donc, on s'est éliminé 1-0. Donc, on était un peu satisfait puisqu'on a terminé 3e de ce Gold Cup, mais l'essentiel c'était aller en finale. Donc, c'est un match qui restera aussi dans les annales du football haïtien. Ouais, un peu frustrant. Un peu de frustration, on comprend. Bon, tout ça, vous l'avez aussi fait grâce à votre sélectionneur qui est français, qui s'appelle Marc Collat, qui a eu une carrière de joueur amateur en région parisienne, et après qui a beaucoup bourlingué comme coach. Il a été coach dans la région parisienne toujours. Au sud-est de l'Afrique, il a aussi été coach à La Réunion, qui est un département français, une île au sud-est de l'Afrique. Il a aussi eu une expérience à Maurice, toujours dans la même région de l'océan Indien. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire de Collat? Donc, Collat. Pourquoi ça a collé avec Collat? Donc, il a été nommé en janvier 2014 sélectionneur d'Haïti. Donc, dans un premier temps, il a fait du bon boulot. Et on avait éliminé en demi-finale de la Coupe caribéenne contre la Jamaïque. Et par la suite, dans la Gold Cup 2015, on a fait de bonnes prestations comme par exemple nul contre le Panama et victoire contre le Honduras, et surtout grâce à des buts de Dickens Nazon. Et à part de ça, on s'est fait éliminer malheureusement par la Jamaïque en quart de finale. Donc là, la FHF a limogé en novembre 2015 et Collat. Donc il n'a pas renouvelé son contrat à la tête des Grenadiers après une défaite à domicile 1-0 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. À ce moment-là, la Jamaïque était notre bête noire. Donc la FHF a décidé de ne pas renouveler Collat. Donc après, il s'est retourné en Haïti. Donc, en retour en Haïti, il a qualifié la sélection pour la World Cup 2019, tout en balayant les concurrents dans la phase qualificative. Donc, il a battu le Saint Martin 13-0 et Cuba 2-1. On a joué contre Nicaragua qu'on a battu 2-0 aussi. Donc, on a fait de bonnes prestations de cette phase qualificative qui nous a donné la première place du classement du Canada. On s'est qualifié pour la Gold Cup 2019 que je viens tout juste de parler. On a créé un exploit. Et donc à côté de ça aussi, il a qualifié Haïti pour la Coupe du Monde de U20 féminine en Bretagne en 2018 et a dirigé la sélection des moins de 23 ans, donc la sélection olympique qui jusqu'à présent est en qualification des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Alors pourquoi ça a collé avec Collat, comme tu l'as dit? Donc Collat a été parti en novembre 2015 et on a recruté un autre Français à sa place, c'était Patrice Neveu. Donc avec Patrice Neveu, c'était pire, donc les résultats ne viennent pas. Donc on s'est fait éliminer de la Gold Cup 2017 après avoir battu Nicaragua 3-0 à domicile. On a pris 3-1 à domicile, on a pris 3-0 à Managua.
Donc, Patrice Neveu n'a pas connu de réel succès avec la sélection, surtout de la Copa América Centenario, où on avait perdu nos 3 matchs contre le Pérou, le Brésil et l'Équateur. Donc, et pour suppléer, donc, à l'absence de Patrice Neveu qui était limogé, la FHF a rappelé Kola pour d'abord diriger par intérim le Japon, et il a bien dirigé contre le Japon. Donc la FHF a dit pourquoi pas, et qu'on redonne de la chance à Makola, et il a quand même revenu en sélection et a aidé l'équipe. Donc il a quand même marqué l'histoire à la tête de la sélection, puisque c'est avec lui qu'une sélection féminine haïtienne a qualifié pour une Coupe du Monde. Donc en 2018, on était qualifié pour la Coupe du Monde qui s'est jouée au Bretagne. Donc c'était pour la première fois qu'une sélection haïtienne a participé dans une phase finale de Coupe du Monde féminine. Et ensuite, c'est pour la première fois qu'une sélection haïtienne a qualifié pour une demi-finale de Gold Cup, et tout en ayant fini premier de son groupe avec 9 points sur 9 possibles. Donc tout cela, c'est grâce à Makola. Donc on est très reconnaissant envers lui, et la FHF aussi. Ok, parfait. On peut aussi parler alors de Pascal Grosbois, qui est donc un de ses adjoints, qui est spécialiste des coups de pied arrêtés. Je vous recommande d'ailleurs de regarder sur Internet son intervention à l'Afterfoot. C'est vraiment passionnant. Il explique comment on doit placer un mur. On explique si lui il recommande ou pas de mettre des gens à chaque poteau. C'est vrai que c'est un des plus grands spécialistes français, voire européens, de cette partie du jeu, si j'ose dire. Et donc toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Pascal Grosbois et ce qu'il a apporté à l'équipe d'Haïti? Donc Pascal est un entraîneur français aussi qui est spécialisé dans les coups de pied arrêtés. Il a été venu avec Makola sur la demande de la FHF, puisque bien avant, je savais, en sélection senior d'Haïti, il a travaillé avec les moins de 20 ans en France et en Bretagne, bien avant la Coupe du Monde. Donc il a bien travaillé avec les joueurs haïtiens aussi. Donc il a apporté beaucoup, surtout sur le plan défensif, comme les gardiens peuvent contrecarrer les coups francs, et comment aussi bien gérer nos coups francs aussi. Donc il a bien travaillé ça avec les joueurs, et ça a payé, puisqu'on avait marqué un but dans la Gold Cup 2019 qui a été diffusé par les grands médias, comme par exemple As et Sport, et qui ont diffusé ce but. C'était un set play sur coup franc, et entre Steven Sava et Edric Etienne, et qui a été bénéfique à Pierrot, qui a marqué contre Bermude. Donc je vous recommande aussi à regarder ce but. Donc c'est du Pascal Grosbois pur sur ce but. Et à côté de ça, il a facilité aussi le transfert d'Alceus au Paris FC, donc de Brian Alceus, jeune milieu de terrain qui joue avant ça au National 2. Donc il a signé professionnel en été dernier. Donc c'est une satisfaction pour les fans haïtiens, ravi pour lui, puisqu'il est un joueur qui mouille le maillot pour la sélection. Donc on l'appelle le Kanté haïtien, tellement qu'il joue à la manière d'N'Golo Kanté. Donc je pense que Pascal Grosbois nous aide beaucoup en Haïti. Donc on est content aussi qu'on a Pascal dans nos millions. Donc c'est très important, et on espère qu'il sera avec nous pendant longtemps encore. Parfait. Donc cette sélection, comme tu l'as dit, elle est constituée de joueurs qui sont nés en Haïti. Elle est aussi constituée de joueurs qui ont des origines haïtiennes qui sont un peu plus lointaines, qui sont nés ailleurs. Donc comment est-ce que Haïti fait pour arriver à trouver ces binationaux qui peuvent enrichir la sélection? Donc la FHF a mis sur place des scouts, donc pour visualiser les Haïtiens ou les joueurs qui ont des origines haïtiennes. Donc par exemple au Canada, on a quelques Haïtiens qui étaient là-bas et qui jouent pour l'instant avec la sélection haïtienne. Parmi eux, ils sont aussi des joueurs qui ont évolué avec les équipes jeunes du Canada, comme par exemple Josué Duverger, le deuxième gardien de la sélection haïtienne actuellement, ou encore Michael Cantave,
qui est aussi joueur de la sélection haïtienne. James Giffra aussi a évolué au Canada, donc il est membre de la sélection haïtienne. Donc il n'est pas chef famille des scouts, mais pour l'instant, c'est beaucoup plus sur le football féminin, et ça a payé grâce à surtout Penel Germain qui a travaillé beaucoup au Canada. On a Megan Saint-Cyr, par exemple, qui est une joueuse de parents haïtiens qui est née au Canada et qui joue pour l'instant pour la sélection des moins de 20 ans, et c'est grâce à ça. Donc, en France, c'est beaucoup plus avec Dieu Saint-Charles, qui lui aussi travaille de concert avec la Fédération haïtienne de football. Et sur ce point-là, par exemple, il nous a amené Johnny Placide, Dugan Sarzon, Kevin Lafrance et bien d'autres encore. Et il a aussi joué un grand rôle dans la venue d'Hervé Basile et dans la sélection haïtienne de football. Donc c'est comme ça que ça se fait. Donc la FHF aussi a des contacts les joueurs aussi ont contacté la FHF. Donc si ils ont envie de jouer pour la sélection haïtienne de football, donc voilà comment ça se fait avec surtout au Canada et en France. D'accord. En France, il y a aussi tout un tas de gens qui ont un œil sur les joueurs haïtiens. On sait que par exemple, dans mon club le Racing Club de Strasbourg, il y a dernièrement un certain nombre de joueurs haïtiens qui sont venus pour faire un stage. Et il y en a même un qui a signé. C'est Fredler Christophe Dibijou. Donc lui, il a signé un contrat de 2 ans comme stagiaire pro. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Qu'est-ce que tu peux dire aux supporters du Racing sur lui? Quelles sont ses qualités? Donc, Fredler est un jeune joueur et bourré de talent, qui est capitaine de la sélection haïtienne dès moins de 17 ans, haïtienne, qui s'est malheureusement éliminé à la Coupe du Monde dès moins de 17 ans, qui s'est joué au Brésil. Donc, malheureusement avec 3 défaites, dont une défaite 2-0 contre la France dans le dernier match. Donc Fredler a joué les 3 matchs pour la sélection haïtienne, il est le capitaine, il est en sorte la vedette de cette équipe. Donc Fredler est un joueur qui a des qualités et pour en devenir un grand joueur, l'un des meilleurs en Haïti, et il a un pied gauche magique et qui peut dévaster les défenses adverses. Donc il a une frappe sûre et il sait dribbler aussi. Donc il s'est signé un contrat stagiaire pro avec le Racing Club de Strasbourg. Donc à côté de lui, on avait 4 autres haïtiens, et parmi eux Danny Jean, qui est aussi un joueur de la sélection haïtienne des moins de 17 ans. Donc la bonne nouvelle, c'est que lui aussi il va signer un contrat de stagiaire pour avec le Racing Club de Strasbourg. Donc à côté de Bijou, on a pratiquement le deuxième meilleur joueur de cette sélection qui va aussi signer au Racing Club de Strasbourg, qui est Danny Jean. Donc on est très content pour eux. Donc ils sont tous les deux des joueurs talentueux qui peuvent évoluer sans problème et au club alsacien. Ben c'est parfait. Surtout que quand ils vont arriver, eh bien ils seront pas tout seuls, puisqu'on a déjà la chance d'avoir Jean Rickner Bellegarde, qui est un jeune ailier et qui a beaucoup de qualité, enfin plutôt il est récupérateur, excuse-moi, et il a beaucoup de qualité, et c'est vrai que quand il est arrivé à Strasbourg, on a aussi indiqué ses origines haïtiennes. Moi j'ai eu la chance de le croiser, comme on a déjà parlé un petit peu avant l'enregistrement, je lui ai dit à quel point Haïti le regardait, à quel point Haïti l'aimait, et que quelque part, très loin, de l'autre côté des océans, il y avait une île qui avait un œil sur lui et qui avait l'espoir qu'un jour il choisirait le beau maillot des Grenadiers. Donc si tu peux me confirmer, il est connu et il est suivi et aimé. Ouais, il est suivi de partout, même les journalistes aussi ont un œil sur Belgrade. Donc c'est un jeune joueur très talentueux qui est formé au RC Lens et qui joue actuellement là au Racing Club de Strasbourg. On suit avec attention et son parcours. Donc on a vu qu'il a été convoqué en équipe d'espoir, en équipe de France Espoir. Donc ça n'est pas une bonne nouvelle pour la sélection haïtienne et pour les Haïtiens aussi, puisqu'on aimait que Belgrade soit
Danomio pour jouer pour la sélection haïtienne de football. C'est un bon joueur qui joue dans un club de haut niveau. Donc, il a joué les tours préliminaires de l'Europa. Donc, il a été très bon avec le RC Lens l'année dernière. Et cette saison, il a quand même confirmé sa place dans le 11 de Thierry Laurey avec le Racing Club de Strasbourg. Donc, on sait qu'il est un bon joueur. Donc, on veut de lui en Haïti. Donc, on attend impatiemment et qu'il vienne en Haïti, même si pour l'instant, c'est un peu compliqué, surtout avec son statut de joueur de l'équipe de France Espoir. Donc, on espère que ça marchera plutôt pour Haïti que pour la France et ça nous fera beaucoup du bien. Donc, on attend avec impatience la venue de Bellegarde au milieu de terrain pour quand même assurer la relève de la sélection haïtienne. Exactement. Ben, voilà. Et peut-être qu'il va beaucoup apprendre avec l'équipe de France Espoir et que finalement, voilà, il viendra vous renforcer. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Super. Super. En effet, on va aussi parler de foot féminin. Donc c'est vrai que le foot féminin, il existe aussi en Haïti. C'est aussi une terre de foot féminin. Qu'est-ce que toi tu peux me dire alors sur les filles qui jouent? Il y a de plus en plus de filles qui jouent. Est-ce que dans quel cadre elles jouent? Est-ce que c'est facile pour une fille de jouer au foot en Haïti? Est-ce que c'est un outil d'émancipation? Dans quel cadre est-ce qu'elles jouent? Donc les filles en Haïti, il y a des filles qui jouent, donc il y a des filles qui ont l'envie de jouer, mais leurs parents ne veulent pas, donc il y a ça aussi. Et il y a aussi la FHF qui met une structure afin que les filles non seulement se pratiquent le football, mais se perfectionnent de jour en jour. Donc voilà. Et il y a la FHF qui quand même met une structure à travers son projet FIFA Goal. Donc, et l'Académie Canou qui aide les filles à mieux se préparer. Donc, en Haïti, il y a des filles qui jouent au foot, mais c'est pas beaucoup facile pour qu'une fille joue au foot. Donc, ça passe surtout par les écoles de foot et qui quand même implantent petit à petit des cours pour les filles afin qu'elles perfectionnent leur talent. Mais à travers la FHF, on a plus de 200 jeunes filles qui sont retenues à la FHF donc, pour pratiquer le sport et pour quand même aider les sélections haïtiennes à briller. Donc, est-ce que le football féminin est un outil d'émancipation pour les filles? Bien sûr que oui, puisque à travers le football féminin, ça évite beaucoup de choses pour les filles. Donc, il y a des filles qui se sont malheureusement quittées le football et qui sont devenues par la suite des mamans, qui ont des bébés. Donc, mais à un si jeune âge, donc avoir un bébé c'est difficile, surtout en Haïti qui est un pays qui n'est pas riche, donc c'est un pays pauvre. Donc le football aussi ça aide puisque à travers les talents, on expose les joueuses à l'étranger et ça aide en retour leur famille, ça aide la FHF. Puisque, par exemple, quand une joueuse part en Europe ou en Amérique, comme Curly Terus, par exemple, qui est en Amérique du Sud, donc l'argent qu'il touche, ça aide aussi sa famille qui n'a pas beaucoup de moyens. Et Nerilia Mondésir qui joue à Montpellier, quand elle touche, ça aide aussi sa famille qui est en Haïti. Donc voilà, le football, c'est un sport d'émancipation pour les jeunes. Donc ça aide aussi à combattre la délinquance juvénile. Donc, je pense que le foot en soi, c'est une bonne chose pour Haïti. Donc, on est content qu'on a le foot et la FHF qui quand même aide les filles à se concentrer beaucoup plus sur le foot. Et voilà. Parfait. On va rappeler que toi, c'est vrai que tu as une mission auprès de la fédération, auprès des équipes féminines, et c'est pour ça que tu connais aussi bien la question et que tu la maîtrises autant. Tu en as parlé. Dis-moi quelques mots sur Nerilia Mondésir, donc qui est la serial buteuse d'Haïti et qui est actuellement à Montpellier. Donc Nerilia, c'est le talent pur. Donc, bien avant son intégration à la Fédération haïtienne de football, elle pratiquait le judo. Donc, mais à chaque fois,
Et quand il est en pause en judo, il a pris le ballon et joué avec les autres garçons qui étaient dans son quartier. Donc, elle était très talentueuse. Et par la suite, elle est venue à Port-au-Prince dans un tournoi de judo. Et pendant le tournoi, il y avait aussi un tournoi de football. Donc, il a joué avec les garçons et a démontré son talent. Et là, il y avait un coach qui s'appelle Lama qui l'a vu et qui a dit non, cette fille-là ne doit pas rester au judo, mais elle doit être footballeuse. Par la suite, elle l'a emmenée à la Fédération haïtienne de football et dès ses premières séances d'entraînement, elle était très bonne et elle a même surpassé des joueuses qui étaient à peine entrées de la formation au centre FIFA. Donc par la suite, elle était sélectionnée avec la sélection des moins de 15 ans. Elle avait 14 ans à l'époque. Et avec la sélection des moins de 15 ans, elle a remporté le soulier d'or, et le soulier d'or de la CONCACAF des moins de 15 ans. Et elle avait terminé deuxième derrière le Canada. On avait perdu la finale de cette compétition, malheureusement, aux séances des tirs au but. Et c'est elle qui a marqué le but contre le Canada. Donc, soulier d'or de la CONCACAF, en U17 aussi, elle a tout raflé. Donc, buteuse et meilleure joueuse. Et à 17 ans, elle a déjà évolué en senior et en U20. Donc, et par la suite, elle avait un stage à Montpellier. Donc, elle a eu la chance de rentrer contre le FC Barcelone dans une amicale que le Montpellier jouait bien avant que la saison soit commencée en France. Elle a marqué un but contre Barcelone, donc c'était très bien. Et je crois que c'est ce but-là qui l'a quand même aidé à être signé à Montpellier. Donc à Montpellier, elle a joué avec d'abord les moins de 19 ans. Elle a gagné 2 titres avec elle et aussi elle a été très importante et tout en marquant des buts importants pour l'équipe. Et maintenant, elle joue pour l'équipe première du Montpellier. Donc, elle est une joueuse qui est aussi très importante pour la sélection haïtienne. Le coach ne peut pas se passer d'elle. Donc, elle est très importante pour la sélection. Donc, à côté de Nazon, qui est le chouchou du public haïtien, Nerelia aussi, elle est une joueuse que le public haïtien aime beaucoup. D'accord. Il nous reste quelques instants. On va parler de Mechida du Mornay, qui elle aussi est le futur de la sélection. Elle a été ballon d'or de la CONCACAF et membre de l'équipe type de la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 en Uruguay. Et elle a eu l'occasion de faire un stage à l'Olympique Lyonnais, qui est donc le club de référence en France et en Europe. Et elle a, à ce que j'ai lu, vraiment impressionné. Qu'est-ce que tu peux me dire de ses qualités? Donc, merci. Et elle est quand même née avec un ballon de foot dans ses pieds. Donc, elle a intégré le centre FIFA Gold de la FHF de très tôt. Donc, elle avait 12 ans lors de sa venue à la FHF. Donc, à ses 12 ans, elle était tellement impressionnante qu'elle a été convoquée dans les éliminatoires des moins de 17 ans. Elle s'est imposée au milieu de terrain comme une titulaire. Elle a marqué des buts importants. Et par la suite, en U20, elle a été très bonne, surtout en marquant un but important contre le Costa Rica qui nous a donné la victoire dans un match difficile, qui nous avait qualifié par la suite pour les demi-finales de la phase qualificative de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et à la Coupe du Monde, elle n'a pas marqué de but, mais a tellement brillé, surtout contre le Nigeria, et l'Allemagne. Donc, ça a quand même tapé dans les yeux des scouts de l'Olympique Lyonnais qui, par la suite, ont contacté la fédération haïtienne. Donc, elle est venue à Lyon, où elle a eu une semaine de stage. Donc, tout s'est bien passé. Mais malheureusement, elle est encore jeune et ne peut pas être transférée de sitôt à Lyon. Donc, à côté de ça, elle est une joueuse qui a 16 ans actuellement. Donc, depuis à ses 15 ans, elle a joué pour la sélection senior. Et non seulement de jouer, il a aussi marqué des buts.
Et le dernier match de l'équipe haïtienne contre le Porto Rico, c'est elle qui a donné la victoire finale grâce à un but d'anthologie qu'elle a marqué pour l'équipe. Donc, elle est la capitaine de la sélection des moins de 17 ans et des moins de 20 ans de la sélection haïtienne. Donc, elle a remporté le ballon d'or et elle a déjà remporté le soulier d'or du championnat haïtien à son jeune âge. Elle s'est figurée dans l'équipe type de la CONCACAF 2 fois, en U20 et en U17. Donc, pour l'instant, et on profite du fait qu'on a Merci comme une joueuse très importante pour la sélection. Donc, Haïti il doit être fier d'avoir Merci dans son rang. Donc, c'est une joueuse qui, quand même, a un très bel avenir devant elle. Parfait. Ben, je te remercie vraiment pour ton éclairage, pour ce voyage que tu nous as offert à Haïti. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que voilà, j'ai un amour particulier pour Haïti. C'est voilà un pays qui est très loin de chez moi, mais qui me fait rêver et pour qui j'ai voilà une tendresse spéciale. Merci encore Pierre. Je vous conseille évidemment de prendre contact avec Pierre, de le suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Est-ce que tu peux nous rappeler ton nom commercial s'il te plaît? Alors c'est Caleb GFT. Parfait. Donc moi je l'indiquerai évidemment dans le podcast. Mon Twitter à moi c'est Monsieur Foot de Foot, MRFOOT. N'hésitez pas à poser des questions à Pierre, n'hésitez pas à me poser des questions, à rebondir sur le podcast. Il est mou, ça fait pas mal. Abonnez-vous au podcast du Cannes Football Club et au compte Twitter du Cannes Football Club, Cannes Football Club, à commercial Cannes Football Club. Les shows sont disponibles sur Spreaker et sur la ligne est aussi disponible sur Apple Podcast. Faites la recherche sur la ligne entre guillemets et vous verrez son joli logo vert. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Alors évidemment, on va faire un petit coucou aux plus québécois des Haïtiens et aux plus Haïtiens des Québécois, Patrice Bernier. Je te remercie vraiment Pierre. À bientôt. Donc à bientôt Alex. Donc c'est un plaisir pour moi de partager avec vous et tous ceux que je connais sur le football haïtien. Parfait. Merci encore. Et moi bien sûr, pour conclure, je salue Jean Brasse, mon fils Adrien. Bye. Ouais.